Bonsoir chers internautes, bienvenue pour cette émission spéciale ILAB, à l'occasion donc de la cérémonie de remise de prix qui a lieu aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être en compagnie avec Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation. Bonjour. Bonjour. Et avec Gilles Babinet, entrepreneur et champion de la tech. Je le disais à l'instant, juste avant, vous avez pu suivre sur les réseaux sociaux la cérémonie de remise de prix des concours d'innovation organisés par le ministère. Ces concours visent à favoriser la création et le développement d'entreprises innovantes, comme nous allons le voir avec Madame la Ministre dans un instant. Nous accueillerons ensuite des biotech françaises, lauréates du concours ILAB, et nous verrons comment elles participent à l'effort pour vaincre la pandémie. Un effort particulier en période de crise pour les startups, des startups qui peuvent être très inquiètes et se demander si les investisseurs vont être au rendez-vous dans une période si compliquée. Bonjour Madame la Ministre, bonjour. Je le disais à l'instant, la cérémonie de remise des prix ILAB vient d'avoir lieu en numérique cette année pour cause de pandémie. Dites-nous pourquoi c'était si important de maintenir le concours. Alors c'est toujours très important parce qu'en réalité, il faut qu'on soutienne nos innovateurs. Et cette remise de prix, elle est importante parce qu'elle va leur permettre de progresser et d'aller encore plus loin. Nous avons mis en place, et je vous en parlerai tout à l'heure, tout un continuum pour soutenir l'innovation. Et ILAB est un de ces concours. Et c'est important que les lauréats puissent bénéficier de l'aide et des financements apportés par BPI pour pouvoir continuer leur parcours de création de leur start-up, de leur entreprise. Justement parce que finalement, l'État français compte sur la tech pour la relance économique. Absolument, c'est une question à la fois de souveraineté, une question de résilience, et puis la capacité à avoir accès à toute la chaîne de valeur. Pour qu'on puisse obtenir ça, en fait, il y a 3 niveaux d'investissement qui sont nécessaires. Oui. L'investissement dans la recherche fondamentale, c'est ce que nous faisons avec la loi pour la recherche, 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. L'investissement à moyen terme, c'est le plan tech, c'est là aussi 1,3 milliard d'euros de soutien à l'innovation auxquels vont s'ajouter 750 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Et puis, c'est le plan de relance, c'est-à-dire les actions à court terme pour soutenir la recherche partenariale, la R&D, et pour amener sur le marché un certain nombre de produits. Très bien. Merci. Gilles Babinet, il faut qu'il y ait une relance, mais que cette relance soit verte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, on a, je pense, l'un des plus grands enjeux, défis qui nous fait face, c'est l'enjeu de la transition écologique, énergétique. Et on voit bien qu'avec les technologies actuelles, on ne va pas y arriver. Il faut des nouvelles technologies et donc il faut qu'il y ait des investissements, notamment en R&D, qui soient extrêmement importants. Et ce phasage recherche fondamentale, recherche appliquée et développement, c'est, je crois, la clé du succès. C'est-à-dire les pays qui réussissent à bien se développer sur les technologies vertes et au-delà, je dirais, dans les domaines à forte valeur ajoutée, ce sont généralement des pays qui ont bien réussi à articuler ces phasages. Quelques exemples, 2 grands exemples, je crois, la Corée, qui est le premier pays en termes de part de PIB consacré à la R&D, ou juste à côté de nous, la Suisse. C'est vraiment des pays qui réussissent à articuler ces 3 facteurs sans discontinuité. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. C'est fait en sorte que, si vous voulez, le chercheur fondamental rencontre celui qui est capable de transposer son idée en un concept de marché et que celui-là rencontre l'entrepreneur. Voilà. Quand vous êtes capable d'aligner ces 3 choses-là, il se passe des choses intéressantes. Il se passe des choses et finalement, il y a une dynamique dans l'innovation. Justement, concrètement, je me tourne vers vous, Madame la Ministre. Que fait le gouvernement pour dynamiser et organiser ce phasage dont vous parliez à l'instant ? C'est exactement le principe qui vient d'être évoqué. Donc on démarre très tôt avec le plan Esprit d'entreprendre. Là, on est vraiment chez les étudiants avec les programmes pépites et les soutiens à l'entrepreneuriat étudiant, avec chaque étudiant qui a au moins une sensibilisation à l'entrepreneuriat, parce que c'est important, ça amène aussi un certain nombre de compétences, la capacité à essayer, à prendre des risques, à se tromper, à recommencer. Et puis certains qu'on accompagne plus loin. On a par exemple 3 lauréats pépites qui sont lauréats ILAB maintenant. Ensuite un concours d'innovation pour les doctorants et PhD qui permet de soutenir des doctorants qui ont envie de se lancer dans la création
d'entreprise et dans l'innovation, 2 lauréats de ePhD qui sont aussi lauréats d'ILAB, ILAB qui est donc le concours d'innovation qui nous intéresse aujourd'hui, et puis derrière Innove, et là ce sont encore des fonds supplémentaires, et c'est plus d'une dizaine de lauréats ILAB qui ont été pris en charge ensuite et qui ont été lauréats de Innove. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est en 2017 2,7 milliards de levée de fonds, c'est près de 5 milliards en 2019. Donc voilà, on sent que quand on construit cette chaîne, depuis les plus jeunes jusqu'au marché, jusqu'au moment où les entreprises sont capables de récupérer ces innovations, eh bien effectivement les choses fonctionnent de manière beaucoup plus fluide. Et on voit d'ailleurs qu'il y a un gros effort au niveau national qui est fait et qui a été maintenu et qui est maintenu dans le cadre, y compris donc, de la pandémie, pour justement accélérer, comme dirait le président Macron. Après, il y a la dimension européenne. Comment est-ce qu'on fait justement pour qu'à l'échelle européenne, cela devienne une priorité? Car on n'y arrivera pas seul. Oui, le sujet de la recherche européenne, c'est un vieux sujet. Hein. Il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par la Commission pour essayer de dynamiser ça. C'est relativement difficile parce que les universités ne pensent pas nécessairement à collaborer, mais je pense que c'est un sujet absolument fondamental. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les plaques tectoniques, il y a les États-Unis qui ont une part de PIB consacrée à la R&D qui est beaucoup plus importante que la nôtre en valeur et en proportion. Et puis évidemment, il y a la Chine qui monte de façon très significative. Si on ne synchronise pas notre recherche, notamment fondamentale, sur les grands thèmes, on va avoir des difficultés. Alors, je sais que vous faites de gros efforts à cet égard, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi le sujet de la structuration de filières, d'avoir des zones d'expertise sur lesquelles on se renforce. On en a 3-4 aujourd'hui, l'aéronautique, l'automobile, et puis l'agroalimentaire et le luxe. Il faut être capable de créer l'écosystème qui va jusqu'à la recherche fondamentale, qui soit un peu aligné avec ces thèmes-là. Encore une fois, tout à l'heure, j'évoquais la Corée. Ils ont été remarquables dans la façon dont ils sont capables de le faire. Dans une moindre mesure, je ne les cite pas toujours en exemple, mais je pense que les Chinois font ça également actuellement. D'accord. Vous avez parlé donc de l'excellence française donc en matière bien sûr par exemple de luxe ou d'agroalimentaire, mais il y a aussi, et on est en train de le découvrir bien sûr, la biotech et tout ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour répondre face à la pandémie. Là aussi, je crois que le gouvernement et le ministère a débloqué des financements. Est-ce que vous pourriez nous en parler et nous dire à date quels sont les résultats? Bien sûr, mais d'abord peut-être juste un petit mot pour compléter sur l'Europe. En réalité, avec la création des universités européennes, c'est-à-dire la mise en réseau des universités européennes, et puis avec la création de l'European Innovation Council, qui est l'équivalent de l'European Research Council, on est aussi en train d'aligner les choses au niveau innovation et au niveau européen. Alors pour revenir à votre question sur la recherche sur le Covid, en fait ce qui s'est passé c'est que très vite les laboratoires ont réorienté leur recherche pour répondre à l'urgence. Nous les avons évidemment accompagnés financièrement pour cela, et donc voilà, parmi les résultats, je peux vous citer par exemple ce qui vient directement des laboratoires académiques ou de laboratoires déjà en partenariat public-privé. Ce sont les tests antigéniques, les tests sérologiques, les tests salivaires qui, je l'espère, vont bientôt déboucher. C'est la capacité d'avoir criblé plus de 2000 molécules pour identifier celles qu'on lance maintenant sur les essais cliniques. C'est la capacité à comprendre la réaction de notre système immunitaire, ce qui fait qu'on reste moins longtemps en réanimation parce que la prise en charge est plus adaptée en fonction du type de système immunitaire des malades. Voilà, c'est de très nombreux exemples. Et puis c'est aussi, il ne faut pas le négliger, la capacité à comprendre l'impact sociologique, par exemple du confinement ou du télétravail, parce que c'est aussi évidemment très important de préparer l'avenir au travers de cette meilleure compréhension de la façon dont nos concitoyens ont vécu le confinement ou vivent le télétravail.
Madame la ministre, comme je le disais tout à l'heure, nous allons ensuite donc écouter et entendre et débattre avec donc des lauréats des concours ILAB et des autres concours qui vont nous montrer comment ils ont répondu à l'appel du ministère, mais surtout de la société, pour faire face à la pandémie. Quelles solutions ces biotech proposent? Premier élément que nous allons voir. Et le deuxième plateau sera consacré à la question des financements et nous montrerons en quoi finalement le fait d'avoir été lauréat du concours ILAB permet de mieux lever des fonds, et on sait qu'en période de pandémie c'est quand même très important. Quel message vous souhaiteriez adresser à tous ces candidats que nous allons voir et à tous ces lauréats que nous allons voir? Bien, ce que j'ai envie de leur dire, c'est continuer, nous avons besoin de vous. On est dans une période qui est triste, qui est morose, qui est difficile pour tout le monde, et je crois que c'est important de penser l'avenir, de regarder au-delà de cette période, et c'est l'innovation qui va nous permettre de trouver des solutions, toujours la science au service du progrès, l'innovation au service du progrès. Donc je leur dis, continuez, on a besoin de vous, on compte sur vous. Très bien, merci beaucoup Madame la Ministre. Nous vous retrouvons donc en conclusion, notamment pour lancer finalement l'édition 2021 du concours. Merci Gilles Babinet. Et nous nous retrouvons tout de suite pour le deuxième plateau, Servir la cause Covid. À tout de suite. Nous le disions à l'instant avec Madame la Ministre, la pandémie a changé la donne et un certain nombre donc de biotech françaises, ex-lauréates d'ILAB, se sont engagées aux côtés du gouvernement pour tenter de trouver des solutions dans le cadre de la pandémie. C'est le sujet de ce plateau et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Ibert. Bonjour Thomas, vous dirigez donc DNA Script qui a pu rapidement aider à la mise en place de tests PCR. Racontez-nous exactement comment ça s'est passé de votre côté. Tout à fait. Alors, au moment où en fait la crise éclate et on est dans ce moment de confinement et tout est arrêté, en fait, on est contacté très vite par plusieurs groupes, à la fois en Europe, mais également aux États-Unis, qui ne peuvent plus avoir accès à de l'ADN de synthèse qui sont nécessaires pour à la fois séquencer le virus, comprendre est-ce qu'il mute d'un côté ou de l'autre, et également mettre au point ces tests de PCR dont on parle maintenant depuis quasiment un an. Donc, ces personnes-là ont vraiment besoin d'avoir accès à cet ADN de synthèse parce que ça leur permet de faire au jour le jour leurs recherches et d'avancer justement sur la connaissance de ce virus et la mise en place de tests diagnostiques. Et nous, très vite, en fait, on cherche par tous les moyens à répondre à leurs demandes. Nous, ce qu'on développe, c'est une imprimante ADN qui, à terme, quand elle sera complètement mise au point, leur permettra directement d'avoir accès à cet ADN de synthèse dans leur laboratoire, donc normalement de complètement résoudre ce problème d'approvisionnement. Mais au début de l'année 2020 où on est appelé, on est encore en phase de prototypage et donc cette imprimante, on l'a chez nous. Mais ce qu'on fait très vite, c'est qu'on rappelle les équipes. Moi, je me rappelle, c'était le week-end, j'appelle mes équipes pour leur demander de faire vite des synthèses pendant le samedi, le dimanche, le soir. Et le lundi, on arrive, on a ces premières synthèses. Et il faut maintenant trouver comment les envoyer de l'autre côté de l'Atlantique ou à nos partenaires, notamment à l'Institut Pasteur et à l'ESPCI qui travaillent sur ces mises au point-là. Donc voilà comment est-ce que nous, on est rentrés dans le vif du sujet de cette pandémie. J'imagine qu'en pleine période de confinement, organiser tout ça, ça a dû être quand même assez compliqué. Alors effectivement, ça se rajoutait au fait que en tant qu'entreprise, on devait trouver des solutions pour maintenir l'activité, étant donné que nous, plus de 90% des gens travaillent au laboratoire. Le télétravail, malheureusement, est impossible pour faire avancer la société. Donc il a fallu ajouter à ça, effectivement, la continuité de l'opération. Mais ça s'est très bien passé et tous les gens, en tout cas chez DNA Script, étaient extrêmement motivés, étaient extrêmement demandeurs d'aider, comme l'a dit Florence, tout le monde se rendait compte qu'il fallait contribuer. En fait, c'est un travail finalement commun et solidaire, et c'est un travail aussi complémentaire. En quoi, justement, votre solution est complémentaire de celle qu'a présentée Nicolas? Et je poserai la même question à Nicolas après. Tout à fait. Alors, en fait, nous, on va fournir des premiers outils ADN pour que, justement, les personnes et les entreprises comme celle de Nicolas puissent vraiment séquencer le virus et avoir les informations, en fait. Nous, on aide à faire du séquençage ciblé, à aller plus vite et plus loin dans le type de séquençage, mais après, il faut effectivement effectuer ce séquençage, ce décodage de l'ADN. C'est vrai que là, vous nous faites part donc, de solutions que vous êtes en train de chercher. Il y a quand même une urgence. Est-ce qu'on est capable d'avoir une idée un peu plus précise du calendrier qui va se dessiner ?
De notre côté, la solution qu'on développe et qui peut avoir un impact à la fois sur cette crise sanitaire et sur la pandémie Covid, mais également sur d'autres menaces qui peuvent arriver dans le futur, nous, notre solution, on l'a développée en termes de prototype pendant toute l'année 2020, et là, on commence justement les essais de terrain avec nos premiers alpha-testeurs qui commencent ce mois-ci en novembre. On espère que notre solution sera commercialisée d'ici le courant de l'année 2021. Donc ça peut aller très vite à partir de maintenant. Alors justement, on s'est rendu compte qu'il y avait une accélération. D'habitude, la mise sur le marché finalement prend beaucoup de temps. Ça, vous l'avez constaté aussi qu'aujourd'hui, il y a vraiment une réactivité des autorités, un soutien qui est différent? Tout à fait. Effectivement, nous, on est en lien avec certains services de l'État ou rattachés à l'État justement pour essayer d'aller plus vite et pour financer en fait le développement plus rapide, pour accélérer notre développement au point de vue technologique, pour pouvoir avoir des réponses encore plus intéressantes sur ce genre de mise au point de tests diagnostiques pour les virus, par exemple comme le coronavirus, mais pas que, qui serait aussi universel par rapport à la détection de futures menaces, par exemple. Et vous pourriez justement nous décrire un petit peu ces mécaniques de financement, parce que je pense que les internautes, chers internautes qui nous écoutez, finalement, sont comme vous, des biotech ou des startups qui écoutent et qui nous regardent pour en savoir plus sur les concours et surtout sur tous les dispositifs d'aide au financement. Tout à fait. Alors évidemment, BPI France a un rôle central à jouer là-dedans, en tout cas pour tout ce qui est centralisation des appels à projets et des subventions et des concours qui peuvent se passer en France. Il y a la Commission européenne au niveau de l'Europe qui propose énormément de choses et est extrêmement bien dotée en termes de financement. Et nous, on est effectivement aussi allé voir d'autres ministères, notamment des ministères qui peuvent être intéressés, comme le ministère des Armées, avec qui on a des contacts, qui peuvent aussi financer ça et qui avaient ouvert effectivement au pic de la crise un appel à projet pour toute solution qui pouvait aider à la lutte contre la Covid. Qu'est-ce qui manque pour que les choses s'accélèrent? Qu'est-ce qu'il y a encore à perfectionner? D'abord, première question. Et deuxième question, pour vous, quelle est finalement, à quelle échéance vous pensez on va réussir finalement à gérer? Je ne dis pas évidemment à trouver un vaccin, ce n'est pas à vous que je vais poser la question, mais à quelle échéance vous pensez que tous ces dispositifs vont nous permettre de commencer à gérer la pandémie, et finalement, à quand on va pouvoir considérer qu'on a appris et que notre système est prêt à gérer cette notion pandémique que finalement on n'avait absolument pas anticipée. Et c'était ça une erreur de notre système. Pour ma part, je pense que on est dans une gestion de crise, et donc effectivement, gérer une crise, chaque crise doit être différente, j'imagine, et c'est quelque chose de très compliqué. Donc il faut être préparé le plus possible. Je pense que notre pays avait des plans de préparation et pourra en mettre en place, donc il faut continuer là-dedans. Et après, il faut mettre en place une communication autour de tous les organes de l'État et on va dire des pouvoirs publics à l'échelle nationale, mais c'est ce qu'on fait. En fait, cette crise, elle est inédite, et donc la réponse, elle ne va pas être dans des cartons, c'est quelque chose qu'il faut vivre, et c'est quelque chose qui se vit en dynamique. Et je pense, par rapport à la deuxième partie de votre question, on a déjà énormément appris, et il y a déjà énormément de choses qui ne se passent pas comme au tout début de l'année, et on le voit... Par exemple ? Par exemple, la façon dont sont soignés les gens, on va dire la durée d'hospitalisation, le taux de mortalité, tout ça a énormément changé, et pour le mieux. Le nombre de tests qui sont réalisés, la gestion des cas contacts et des chaînes de contamination, tout ça a été amélioré à plusieurs ordres de grandeur d'échelle. Donc ça va effectivement vers un niveau positif. Après, le virus lui-même a, on va dire, son propre agenda. C'est quelque chose de dynamique aussi. Et les populations sont aussi quelque chose de dynamique. Donc tout ça crée énormément de complexité. Donc ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais on va vers un contrôle de la situation de mieux en mieux. On est encore en plein milieu de la course quand même. C'est sûr qu'on n'est pas... On accélère, mais
On n'y est pas encore complètement et je pense qu'il faut qu'on continue, comme on est en train de le faire aujourd'hui, à avoir cet élan à la fois de solidarité mais surtout d'organisation. Vous l'avez souligné, effectivement, la prévention est aussi importante. Les financements, finalement, de prévoir, parce qu'en fait, on s'est trouvé dans une pandémie, comme vous l'avez dit, et qui était une crise. Et comment prévenir ces crises en investissant et en créant d'autres startups. C'est l'objet, évidemment, du concours ILAB et l'ensemble donc des concours mis en place par le ministère. Ces concours qui, bien sûr, permettent le financement des entreprises aux différentes étapes, comme l'a dit la ministre tout à l'heure, mais qui sont aussi un levier pour des nouvelles levées de fonds. Et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de la prochaine table ronde. Nous y allons tout de suite. Merci à tous les trois. Chers internautes, nous voici pour ce troisième tableau, cette deuxième table ronde, ILAB 1+ pour la levée de fonds. En effet, nous le disions tout à l'heure, avec la pandémie, certaines startups, bien sûr, sont inquiètes. Est-ce qu'elles vont pouvoir lever des fonds? Et nous allons voir si, finalement, le fait d'avoir été lauréat au concours ILAB permet de lever plus facilement des fonds. Pour en discuter, je suis avec Alix Gicquel, chercheuse et diamantaire d'un nouveau genre. Nous allons vous découvrir. Vous avez été lauréate en quelle année? 2016. 2016, très bien. Bonjour. Donc, Georges-Olivier Raymond. Donc, vous-même, donc, vous dirigez l'entreprise Pascal, une start-up spécialisée dans l'informatique quantique et vous êtes Grand Prix 2020, c'est ça? C'est ça. Et Charles Goehler, donc vous êtes CEO d'Icon Photonics, une jeune pousse qui veut réduire la consommation d'énergie des data centers et vous êtes également Grand Prix 2020. Exactement. Bonjour à tous les trois, soyez les bienvenus. Alors, Alix, donc, vous avez reçu des fonds publics, y compris bien sûr le concours ILAB, mais d'autres, pour financer votre société. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter votre activité et nous raconter un petit peu quel a été ce parcours qui vous a mené à ce succès et cette recherche de fonds? Comment s'est-elle passée? Merci. Eh bien, en effet, Diam Concept a été créé en 2016, suite à 30 ans de recherche au CNRS et dans une université Paris 13 à l'époque, elle s'appelait comme ça. Et elle est dédiée, cette société, à la création de diamants de culture éthiques et éco-responsables pour la très haute joaillerie. Ces diamants sont made in France, ce qui n'est pas plus mal non plus. Alors en effet, la société, dès sa création, a été lauréate du concours ILAB et ceci a été extrêmement important pour nous parce qu'elle a permis effectivement d'achever un grand nombre de qualification, soit sur des réacteurs, mais également sur des process. Et ce que je veux dire également, c'est que ILAB, ce concours, moi je dis ILAB, je ne sais pas, c'est on peut-être dit ILAB, voilà, ILAB, oui, bon, voilà, a permis c'est que ça vous aide. voilà, plusieurs choses. D'une part, de créer, enfin de faire de la R&D, ce qui est absolument essentiel quand on monte une société, et par ailleurs de constituer un dossier qui est attractif pour des investisseurs. En effet, ILAB est une espèce de preuve de fiabilité pour des investisseurs, surtout dans le côté dans les sociétés deep tech. Pourquoi, à votre sens? Et pourquoi? Parce que les investisseurs n'ont pas toujours les moyens de comprendre la technologie qui est proposée par des sociétés. Et donc, le fait d'avoir eu des concours est extrêmement important. Il y a aussi un autre aspect du côté ILAB, c'est que ça favorise l'accompagnement par la BPI, ça je pense que tout le monde pourra le dire, et également la région et les banques. Tout ça repose sur le fait de la confiance que peut donner le fait d'avoir été lauréat au concours ILAB. Tout à fait, parce que vous parliez de la BPI. En fait, la BPI opère pour le compte Absolument. du ministère et va réaliser un certain nombre d'audits, en fait, dans le cadre donc, des candidatures, Tout à fait. qui vont permettre justement aux investisseurs derrière d'avoir l'assurance que le travail a été fait par la BPI. Voilà. Et peut-être aussi, ça vous permet derrière aussi, il y a des recommandations, je crois, qui vous sont faites par le jury. Il peut y en avoir, oui. Je ne me souviens plus trop. Vous vous souvenez plus trop, d'accord. Non, en fait, excusez-moi, en 2016, je n'ai pas eu de recommandation de la BPI. Ce qu'il y a, c'est que ça crée une possibilité de rencontrer effectivement les personnes qui vont nous suivre et nous accompagner tout le long, je pense, en tout cas pendant un long parcours de la société. Et ça, c'est extrêmement facile parce qu'ils disent « Ah ben oui, on vous connaît, vous avez eu ce concours ». Était lauréat de ce concours. Donc c'est vraiment très très important, oui.
Très bien, merci beaucoup. Alors, Georges, excusez-moi, on a fait 2 levées de fonds, Oui. une en 2018, d'accord. à part évidemment les Love Money, et une deuxième d'à peu près 400 000 euros, et une deuxième cette année, au printemps, où on a levé 7 millions. Très bien. Merci. On va y revenir Oui, sur je pense, cette notion de oui. levée de fonds. Merci beaucoup. Et donc, moi, je vais quand même me tourner vers Georges-Olivier Raymond. Donc, vous, racontez-nous un petit peu quelle est votre activité. Et vous êtes donc lauréat cette année. Oui, Grand Prix 2020. Mhm. Donc Pascal, c'est une société qui a été créée en 2019, qui est aussi issue de la recherche française, qui est des recherches qui ont été menées depuis plus de 20 ans à l'université Paris-Saclay, à l'Institut d'optique Graduate School, et une technologie que j'avais moi-même contribué personnellement à lancer pendant mes travaux de thèse, il y a maintenant 20 ans, sous la direction de Philippe Granger. Donc la mission de Pascal, c'est de résoudre les problèmes calculatoires à haute valeur ajoutée de ses clients. Et pour ça, on développe des processeurs de nouvelle génération, des processeurs dits quantiques, qui sont beaucoup plus puissants que les processeurs actuels. Et cette puissance de calcul, elle sera accessible dans des centres de calcul, dans les grands centres de calcul, et aussi via notre offre sur le cloud. On appelle ça le Quantum Computing as a Service. Justement, c'est très appliqué, c'est-à-dire que vous avez déjà des gros clients et l'objectif, c'est justement de pouvoir appliquer directement et de fournir un service aux grandes entreprises françaises. Parlez-nous un petit peu de vos clients avant de revenir sur cette notion de levée de fonds. Comme client, on a déjà signé EDF. Donc, je ne veux pas présenter EDF, que tout le monde connaît. Et ils se posent des questions qui sont complexes à résoudre sur les ordinateurs qu'ils ont aujourd'hui. C'est des problèmes de la vie de tous les jours. Vous avez une flotte de voitures électriques, vous avez un certain nombre de stations de recharge, des ressources limitées, et dans cette jungle, il faut trouver l'ordonnancement le plus efficace pour que tout le monde puisse recharger sa voiture au bon moment, sans bouchon. Et vous avez des contraintes forcément, et quand les chiffres grossissent, c'est-à-dire quand vous commencez à considérer une flotte de 500 véhicules, ça devient des problèmes extrêmement difficiles à résoudre que les processeurs aujourd'hui ne savent pas faire. Et les processeurs quantiques permettent de faire ça. C'est ce qu'on a étudié et démontré avec EDF sur ce cas d'usage précis. Et quand est-ce que vous avez signé ce contrat? C'était en 2019. Et vous pensez que justement le fait que vous ayez signé ce contrat a eu un impact sur le fait que vous ayez été Grand Prix d'ILAB? Je n'étais pas dans le jury, non, mais ça m'intéresse. C'est évidemment un point positif. On est sur des technologies qui sont très deep tech, donc que les gens voient souvent un peu comme futuristes, ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est en train de montrer que les applications, c'est aujourd'hui. Et donc montrer qu'effectivement, il y a des gens qui s'intéressent déjà, qui sont prêts à payer des missions pour résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est déterminant, que ça crédibilise la techno et ça montre que ce n'est pas juste un rêve des chercheurs. Justement, donc là, on vient de dire que vous aviez déjà des clients, mais vous aviez aussi déjà levé des fonds? Oui, tout à fait. On a levé des fonds à la création. Alors, comme je l'ai dit, on est vraiment un petit peu un ovni, je dirais, dans le monde des startups. C'est des technologies extrêmement deep tech. C'est deep tech de chez deep tech. Donc, c'est-à-dire que les temps de développement sont extrêmement longs et les temps de mise sur le marché aussi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver des investisseurs qui sont spécialisés, qui vont être à même de comprendre cette logique-là et aussi d'investir sur le long terme. Et en France, on a la chance d'avoir Quantonation, qui est un fonds d'investissement qui s'est créé en 2018, dédié spécifiquement au deep tech, et en particulier aux technologies quantiques, et qui accompagne Pascal depuis sa création. Et ça aussi, c'est un plus évident pour les concours iLab, parce que ça ouvre des portes, et ça aide aussi, il s'engage aussi à nous aider pour les levées de fonds suivantes. Donc là aussi, c'est un gage auprès des autres investisseurs. Donc on voit que c'est tout en fait un écosystème et que ILAB en fait partie. Il y a d'autres acteurs bien évidemment. Et là, donc, vous espérez maintenant lever 10 millions d'ici la fin de l'année. Où vous en êtes? Et est-ce que justement le fait d'être Grand Prix cette année, vous pensez que ça va avoir un impact ou vous l'avez peut-être déjà mesuré d'ailleurs? Alors, on est en plein dans le process. D'accord. Ça prend du temps. Il faut bien polir le dossier et ses arguments. iLab, oui, ça aide à plein de points de vue. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous dites que vous êtes Grand Prix iLab, ça vous positionne tout de suite et les gens vous font confiance. Parce que ça apporte du crédit immédiatement. Et le deuxième effet, c'est que dans la préparation du dossier en tant que tel, c'est un dossier assez complet, il vous demande beaucoup de questions, il faut vraiment faire quelque chose de solide.
Et bien en fait, tout ce qu'ils vous demandent, c'est des choses qui resservent pour la levée de fonds. C'est-à-dire que c'est des choses que les investisseurs vous demandent. Donc vous préparez votre matériel, vous mûrissez aussi votre projet, vous mûrissez vos arguments. Donc c'est tout, ça accélère tout le process. Donc, ce n'est pas seulement des fonds, c'est surtout un accélérateur aussi, tout à fait. Alors, donc, je me tourne vers Charles Goeller. Donc, vous êtes CEO d'Icon Photonics. Racontez-nous un peu l'histoire de cette jeune pousse. Et puis, de là où vous en êtes en termes de levée de fonds. Vous êtes donc Grand Prix 2020. Oui, exactement. Donc, bonjour à tous. Et merci pour l'invitation déjà. Donc Icon Photonics, c'est un peu comme ce qu'on a vu ici, on est issu de la recherche française également, on est une spin-off d'un laboratoire de recherche à l'Essier-Paris, qui est une école d'ingénieurs basée dans l'Est de Paris. On est créé depuis 2018. On a eu une grosse période de recherche en amont de la création de la société. Et donc aujourd'hui, en fait, on se positionne sur le marché du couplage optique et du packaging optique. Donc c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc pour expliquer ça, je vais rapidement expliquer comment fonctionnent les communications par fibre optique. On a la fibre qui transmet un signal lumineux et d'un côté, on a un émetteur qui injecte la lumière dans la fibre, de l'autre côté, un récepteur qui va recevoir la lumière. Et en fait, à cette jonction entre les composants d'extrémité, émetteur, récepteur et la fibre optique, il y a beaucoup de pertes. Et notamment, il y a un challenge de réduire la taille de ces composants pour qu'ils soient plus puissants. Et donc là, il y a un vrai challenge que Icon Photonics adresse en intégrant des polymères sur les composants et qui vont vraiment faciliter ensuite toutes ces étapes d'alignement, réduire les coûts, réduire également la consommation énergétique des data centers. Et donc au niveau levée de fonds, donc, nous, le process est en cours. On n'a pas encore fait de levée de fonds comme ici, ça a été évoqué. Mais voilà, c'est quelque chose, on a senti avec la crise du Covid, un petit ralentissement au niveau des fonds sur le fait qu'ils se centraient sur leur portfolio, bien sûr, c'est normal, eux aussi ont des investisseurs à rassurer. Voilà, nous, au niveau de la levée de fonds aujourd'hui, on a des lettres d'intention de fonds de dotation assez spécialisés. On est soutenu également par notre banque qui nous suit vraiment depuis le début, on les remercie beaucoup pour ça. Et voilà, on planifie ça pour 2021 maintenant. Très bien. Et alors, de votre expérience d'E-Lab jusqu'à présent, et qu'est-ce que vous en attendez pour justement cette levée? Oui, je rejoins ce qui a été dit sur le fait que ça aide beaucoup. Je dirais surtout que ne pas avoir iLab dans un domaine deep tech comme ça, hardware en plus, c'est quelque chose vraiment on sent que c'est péjoratif de ne pas l'avoir. Le fait de l'avoir, pour nous, c'est tout récent. Le fait d'être Grand Prix, on a aussi un accompagnement, on va avoir un mentor qui va nous suivre. Donc c'est des choses qui apportent énormément en termes d'expérience. Je rejoins tout ce qui a été dit sur le montage des dossiers, que le dossier iLab est quand même assez complet et ça aide beaucoup pour la suite. Donc voilà, ça apporte énormément, ça apporte de la visibilité et ça, je pense que tous les investisseurs sont à la recherche de ça aussi. C'est important. On disait donc effectivement qu'il y a une dimension aussi d'accompagnement. Vous-même, donc il y a une dimension d'accompagnement. Est-ce que vous avez déjà votre mentor? Est-ce que vous avez identifié? Pas encore. Pas encore. Je suis un peu le mauvais élève là. Mais ça va se faire. D'accord, très bien. Et votre vision justement par rapport à la crise actuelle et à la pandémie, est-ce que ça retarde un petit peu vos projets ou comment ça se passe du coup, concrètement? Alors je dirais que ça les complique. Les investisseurs sont toujours là, l'argent est toujours là pour être investi. Ça complique le processus pour rencontrer les gens. Parce que quand vous voulez lever des fonds, c'est beaucoup basé sur une relation de confiance entre un investisseur et une équipe. Donc avec des meetings Zoom, c'est pas toujours évident. Donc on essaie de se rencontrer en physique, mais c'est plus difficile. Pareil, organiser les visites des locaux, c'est pas toujours simple. Parce qu'il y a des restrictions de déplacement. On cherche des investisseurs qui sont à l'étranger, donc les faire venir en France, c'est pas toujours facile. Donc voilà, ça complique. Donc ça complique, ça veut dire que ça ralentit aussi un petit peu. Mais sinon, voilà, les investisseurs, ils sont toujours là. Il y a toujours de l'argent pour investir. Donc voilà, de ce point de vue-là, moi, je reste confiant. D'accord. Et du point de vue des clients? Du point de vue des clients, ça... Par rapport à la prospection, justement ça dépend des clients. D'accord. EDF, on n'a pas de problème. On reste sur ce qu'on s'était dit initialement. Mais on a d'autres contacts qui, effectivement, on sent qu'il y a un impact et qui cherchent à réduire les investissements R&D. Enfin, dans les grandes entreprises, c'est toujours ça, malheureusement, qui est coupé en premier. D'où l'importance quand même du soutien
du soutien par l'ensemble des organismes français, que ce soit bien sûr les ministères, la BPI, on en parlait tout à l'heure. Donc Alix, vous-même, vous avez donc fait plusieurs levées de fonds. À combien de portes avez-vous frappé? Est-ce que vous pourriez partager donc vous en tant que prix donc 2016 votre expérience? Alors, le nombre de personnes qu'on a rencontrées pour des levées de fonds est assez importante, mais il se trouve qu'à un moment donné, et grâce aussi au fait d'être lauréat, les portes finissent par s'ouvrir et on a été extrêmement aidés par certains partenaires qui nous ont accompagnés dès l'automne 2018 et qui se sont investis eux-mêmes pour trouver des investisseurs qui nous ont fait évidemment rencontrer. Et donc le processus au cours du temps, en fait, c'est complètement ouvert jusqu'à trouver effectivement des investisseurs très importants. Voilà. Alors on a aussi eu un fonds, donc en 2018, il y a eu des business angels et un fonds qui nous a, Luxury Tech, qui lui a dû sortir, pas du tout parce qu'il le voulait, mais c'était obligatoire pour eux. Finalement. Donc finalement, les choses s'enchaînent petit à petit, c'est-à-dire un investisseur en amène d'autres et à un moment donné, le tour de table se fait. Évidemment, je confirme qu'il y a un certain retard avant le closing, je dirais, et donc un retard sur le développement R&D ou outils de production. Vous en parliez à l'instant, l'international c'est très important. Comment justement penser Europe et international dès le début, c'est ce que vous avez fait? Alors j'ai pensé, j'ai pas eu le temps de le faire tout de suite, mais à un certain moment effectivement, bon, comme beaucoup de personnes font, j'ai tenté SME Instruments phase 1 que j'ai eu et aujourd'hui je compte déposer un projet. Alors ça s'appelle plus exactement SME phase 2, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà commencé à travailler depuis 6 mois. Bon, et quand on est en plein développement d'outils de production, c'est pas le moment d'écrire un projet, il faut aller très vite. Donc c'est quelque chose qui est prévu pour 2021. Oui, c'est important, très important. Et vous pensez justement que le fait d'avoir été lauréat ILAB a aussi un impact à l'international, c'est-à-dire le concours est reconnu, la France est reconnue comme étant très forte dans la Deep Tech. Oui. Est-ce que vous voulez dire chacun un petit mot là-dessus? Moi, je trouve que oui. Sur la dimension internationale, la reconnaissance qu'il y aurait donc pour la France, et puis peut-être du concours ILAB au niveau vis-à-vis des investisseurs internationaux également? Alors, pour le concours ILAB, oui, c'est connu à l'étranger. Et pour l'aspect reconnaissance de la France à l'étranger, je vais prêcher pour ma paroisse, le monde du quantique. On a quand même 3 prix Nobel au compteur en France sur ces technos-là. Et la France est évidemment reconnue comme un acteur majeur dans le domaine. Et je dirais qu'à ce niveau-là, on se doit de réussir la transformation, de convertir toute cette belle recherche qui a été faite depuis maintenant 30 ans en France dans des réussites industrielles. Et vous, votre regard par rapport justement à cette dimension internationale? Oui, alors au niveau des investisseurs, je ne suis pas sûr que iLab soit aussi bien connu, il mériterait d'être beaucoup plus connu au niveau des investisseurs à l'international, les investisseurs privés. Après, au niveau de l'Europe, comme vous l'avez dit, ça c'est une évidence pour tout ce qui est dossier SME Instruments. Nous aussi, on fait beaucoup de dossiers H2020, qui sont des consortiums de recherche qu'on crée avec des différentes entités à l'international. Et ça apporte quelque chose. Et donc oui, ça aide clairement à aller chercher ces fonds-là au niveau de l'Europe. Tout à fait. J'espère d'ailleurs qu'on va d'ailleurs le mettre en place, faire une version sous-titrée de cette émission, de façon à ce que ça soit accessible en anglais, et on le mettra sur nos réseaux sociaux qui sont accessibles et qui réagissent très bien. Je l'ai déjà fait aux émissions en anglais. Oui. Donc, je m'y engage aussi parce que c'est important, ça fait partie de ce que nous on essaye de faire aussi. Chez Icon Photonics, nos clients sont pas du tout en France, d'ailleurs on est vraiment déçus de ça, mais on a énormément de clients aux 4 coins du monde, aux États-Unis, en Asie, parce qu'on travaille avec les fabricants de semi-conducteurs, et donc la dimension internationale pour nous est vraiment, dès la création de la société, était cruciale. Très importante. On va donc terminer cette table ronde et je voudrais que chacun donne un conseil, peut-être aux startups qui nous regardent. Comme vous le disiez, finalement, souvent, ces aventures, elles commencent des années avant qu'on se retrouve aujourd'hui. Vous avez parlé de 20 ans chacun d'entre vous. Enfin, on est vraiment dans l'investissement long terme. C'est d'ailleurs le propre de la Deep Tech, mais on voit bien qu'on arrive derrière à créer des champions et à avoir des très belles aventures entrepreneuriales. Donc, il faut persévérer et arriver à un moment
un moment sur le marché. Quels conseils vous donneriez donc aux startups qui nous regardent, qui vont peut-être donc candidater au concours iLab pour l'année prochaine? Alors, je vais donner 2 conseils. Ouais. Le premier, c'est de candidater à iLab. C'est vraiment important. Juste pour l'exercice, de remplir le dossier, de faire l'effort de se projeter dans l'avenir. Voilà, candidater au concours, ça permet de faire ça. Et ça, c'est extrêmement valorisable pour toute la suite de l'aventure. La deuxième, le conseil, c'est dans la levée de fonds, c'est vraiment anticiper au maximum. Parce que ça prend du temps. Ça prend toujours plus de temps que prévu, y compris quand on anticipe. Pour parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que les investisseurs, tout le monde est d'accord sur les termes, donc on a l'impression que ça va se faire le lendemain. Et en pratique, il y a des discussions avec les avocats pour se mettre d'accord sur le contrat, ça prend du temps et ça devient vite des mois. Donc voilà, faut être préparé à ça et anticiper. Très bien, Alix. Alors moi, je répète effectivement, candidater, c'est très très important pour effectivement se mettre aussi pour comprendre la manière de développer un certain nombre de dossiers. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est de se faire accompagner, alors ça revient un petit peu à ce que vous avez dit, c'est se faire accompagner extrêmement tôt au niveau juridique, au niveau communication, vraiment très tôt. C'est très important parce que l'élevé de fonds, c'est beaucoup d'avocats, comme vous venez de le dire. C'est beaucoup d'avocats et chacun essaye de... Voilà, c'est beaucoup de négociations. Vous faites aussi accompagner par des gens qui savent négocier. C'est important. Alors ça, il faut plutôt le faire entrer dans la société. Je pense que c'est très important. C'est important, oui. D'accord, très bien, merci. Surtout pour des gens comme nous qui sommes des scientifiques de base. Et voilà. Oui. Moi, je rejoins forcément sur iLab. Nous, on a candidaté 2 fois à iLab. Donc, ça a été vraiment très enrichissant parce qu'on a appris beaucoup de choses après la première candidature. Et je rejoins complètement ce qui a été dit sur justement le fait d'être à l'écoute. Nous, dès la création de la société, on a mis en place un comité stratégique avec donc, Michel Mariton, Dominique Dufour, Andreas Umbar. Ce sont 3 personnes qui nous aident énormément. Et donc, il faut savoir être à l'écoute. Il faut avoir une vision claire, ça c'est évident. Mais il faut savoir aussi être à l'écoute, c'est bien s'entourer dès le début, ça c'est vraiment crucial, je pense. Très bien, merci beaucoup à tous les 3. Merci. Chers internautes, restez avec nous. Vous allez voir que la deep tech peut se faire poétique, voire musicale. À tout de suite. Je vous le disais, la deep tech peut se faire poétique, voire musicale. Et pour en parler, j'accueille donc Fleur Wang, donc directrice de 1 Million Sheet. Parlez-nous un peu de votre projet, un projet qui va nous apporter pour la fin de cette émission de la joie de vivre et on en a bien besoin. Oui, on l'espère. Donc 1 Million Sheet, ça se traduit en français par 1 million de partitions. Et en fait, c'est le projet de construire la bibliothèque regroupant toutes les musiques, toutes les écritures des musiques du monde. Pour cela, on va développer une intelligence artificielle qui va, sur la base d'une partition existante, la décliner en plusieurs arrangements pour différents instruments et différents niveaux. D'accord, très bien. Parce que vous me disiez justement qu'en fait, il n'y a pas une seule partition par morceau. Exactement. En fait, si vous prenez une chanson, par exemple, L'été indien de Joe Dassin, oui. Que vous soyez pianiste ou flûtiste ou violoniste, vous aurez besoin en fait d'une partition différente à chaque fois, parce que ce n'est pas marqué, ce n'est pas annoté de la même manière. D'autant plus que si vous jouez cette chanson en solo, donc tout seul, ou avec un orchestre, eh bien, de nouveau, vous aurez besoin de 2 partitions différentes. Et on peut encore une fois décliner cela en différents niveaux de difficulté. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, vous n'allez pas non plus avoir le même style de jeu et par conséquent, il va falloir adapter la partition aux musiciens. Alors, vous avez reçu donc un grand prix iLab cette année. Comment avez-vous l'idée de candidater et qui vous en a convaincu ? Oui. Alors c'est vrai qu'avec mon associé, on a beaucoup hésité au début parce qu'on pensait ne pas être ne pas avoir de chance au final. On avait regardé les lauréats des années précédentes.
C'était surtout des projets dans le domaine médical, Oui, c'est biologique. 50% de biotech, tout à fait. Oui. Complètement. Et on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On est une start-up de musique. Et en fait, c'est notre conseiller chez BPI France qui a vraiment insisté, et il faudra d'ailleurs qu'on le remercie, et qui nous a dit, si, votre projet vaut le coup, il faut y aller. Et on a soumis notre candidature et on a été vraiment très surpris d'avoir obtenu un des grands prix. Et en plus, vous avez été non seulement lauréat, mais grand prix. Donc c'est quand même, ça montre que justement il y a une volonté de promouvoir finalement la deep tech, pas seulement dans les dimensions, dans les univers uniquement scientifiques en fait. Exactement. Notre mission, c'est de construire cette bibliothèque, cette première bibliothèque en fait, parce qu'il n'en existe pas dans le monde, qui pourra rassembler toutes les écritures des musiques du monde. Et en obtenant ce prix, en fait, on a été vraiment très rassurés sur notre mission et la valeur de ce qu'on va apporter dans le monde. Donc ça vous a même rassuré vous-même et vis-à-vis des investisseurs, qu'est-ce que vous en attendez en fait du Grand Prix e-Lab ? Alors nous, effectivement, on avait réalisé déjà une levée de fonds avant la candidature à e-Lab, et les investisseurs à ce moment-là étaient convaincus vraiment du potentiel de marché. Ce que e-Lab a apporté, c'est en fait la valeur vraiment presque universelle en fait de ce qu'on était en train de faire, du travail qui était accompli et comment ça allait s'inscrire dans l'histoire de l'humanité. Merci Fleur Wang, et je vais maintenant laisser la parole à Madame la Ministre, Madame Frédérique Vidal, qui va faire l'appel à candidature pour le concours e-Lab 2021. Chers internautes, je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Je n'ai qu'une chose à vous dire, venez vite candidater pour la 23e édition. Nous avons besoin de vous dans cette période morose, dans cette période où il est parfois difficile de se projeter dans l'avenir. L'innovation, c'est ce qui va nous permettre de préparer demain. Création de valeur et création de sens en même temps, nous l'avons vu. Le progrès, la science, l'innovation au service du progrès, au service de l'ensemble de nos concitoyens. Nous avons besoin de votre créativité, nous avons besoin de votre énergie. N'hésitez pas, venez candidater pour le 23e concours e-Lab.